Bonjour et bienvenue à Mediapart. Quartier Direct vous parle aujourd'hui de santé. Et si c'était par là que commençait l'inégalité? Est-ce que finalement le territoire où l'on vit, est-ce que sa classe sociale, sa condition sociale peuvent influer sur le niveau de vie, l'espérance de vie? Est-ce que l'on va moins bien, pour parler plus simplement, est-ce que l'on vit moins bien quand on vient d'un quartier populaire? À mes côtés pour en parler, Mathilde Gohanek de Mediapart. Bonjour Mathilde. Ibtissam Belmadani, bonjour. Bonjour. Vous êtes masseur kinésithérapeute dans le Val d'Oise et intervenante sur la radio Beurre FM. Et à vos côtés, Benjamin Coadon. Bonjour. Bonjour Benjamin, vous êtes coordinateur de Village de Santé, un centre de santé communautaire à Échirolles, dans la banlieue de Grenoble. Vous nous expliquerez en quoi ça consiste et ce que vous faites exactement. Mathilde, une première question peut-être. De quoi parle-t-on finalement quand on parle d'inégalité sociale et territoriale de santé ? On sait maintenant, parce qu'il y a eu un certain nombre d'études sur le sujet, que quand on vit dans certains quartiers, on vit éventuellement moins bien, on est en moins bonne santé que les habitants d'autres endroits, d'autres lieux en France. On vit moins bien parce qu'on est plus sujet à certaines pathologies, à certaines maladies chroniques, à certaines maladies mentales, à certains problèmes, par exemple, gynécologiques, etc. Donc voilà, toute une galaxie qu'on va explorer ensemble d'inégalités dans l'état de santé. Et c'est des inégalités qui peuvent se détecter très tôt, en fait, dès le collège, dès le milieu, disons, scolaire. Les enfants ne sont pas égaux en termes de conditions de santé et d'état de santé que les uns avec les autres. Ça, c'est pour un peu l'état de santé. Mais quand on parle d'inégalité territoriale, c'est aussi quel est l'accès aux soins que peuvent avoir ces habitants et habitantes des quartiers populaires. On constate aussi un déficit assez généralisé, pas seulement en région parisienne, mais bien ailleurs, dans certaines banlieues de Strasbourg, évidemment peut-être autour de Grenoble, enfin autour de Marseille, etc. Enfin, au centre de Marseille, puisque à Marseille, les inégalités sont inversées. On constate un accès beaucoup plus difficile aux structures hospitalières, qu'elles soient ambulatoires ou intra-hospitalières. Donc, c'est plus compliqué d'avoir des soins hospitaliers, plus compliqué aussi d'avoir accès à des médecins spécialistes. Alors là, on pourrait faire la liste, mais ophtalmologiste, gynéco, enfin, tout ce qui est de la médecine de spécialité. Ce qui est un peu moins vrai pour l'accès à des médecins généralistes et à des infirmiers. Donc ça c'est finalement assez homogène sur le territoire, notamment en territoire urbain. En fait, il y a une plus grande différence entre les territoires ruraux et les territoires urbains dans l'accès aux médecins généralistes que finalement qu'entre quartiers populaires et quartiers plus favorisés, même si ça peut avoir tendance à s'aggraver aussi sur ce point-là. Donc voilà, il y a comme ça une vraie inégalité de soins, enfin d'état de santé et d'accès aux soins, selon qu'on vienne d'un quartier défavorisé ou pas. Justement, si on déroule un petit peu ce bulletin de santé dont vous parlez, il y a une première donnée, moi qui m'a interpellé en préparant cette émission. C'est un chiffre, par exemple, en Seine-Saint-Denis, on a 2 fois moins de chances de survivre à un arrêt cardiaque que dans les Hauts-de-Seine. Est-ce que ça commence pas finalement par là? Est-ce que même face à la mort, ça veut dire qu'on est plus vulnérable quand on est, selon où on est, selon où on est né, selon où l'on vit? Benjamin, peut-être. Oui, je pense qu'il y a des vraies réalités, mais du coup, il faut essayer juste de les découper en plusieurs étapes parce qu'en fait, elles se jouent à tous les endroits en fait, du parcours de soins et de santé d'une personne. C'est-à-dire que déjà, les inégalités sociales, qui vont être des inégalités de logement, de revenus, d'accès à l'alimentation, d'avoir l'impression d'avoir accès à une équité, à une justice sociale, de subir des discriminations. Toutes ces inégalités sociales, elles vont s'inscrire dans le corps des gens. Et du coup, elles vont créer des inégalités qui vont s'appeler des inégalités sociales de santé. Mais les inégalités sociales de santé sont en fait juste l'aboutissement des inégalités sociales quand elles sont prises au niveau du corps. Donc les gens vont moins bien. Ils vont moins bien parce qu'ils n'ont pas accès au travail ou à des travails pénibles ou à des choses. Ils vont moins bien parce qu'ils n'ont pas accès à une alimentation, parce qu'ils n'ont pas les moyens de se la payer. Ils vont moins bien pour tout un tas de raisons et donc ils sont malades. Et ça, c'est déjà la première chose. Ensuite, quand ils vont se ressentir malades et qu'ils vont se penser malades, ils vont se penser malades et ils vont essayer d'accéder au système de santé, que là, il va y avoir tout un autre panel d'inégalités par rapport à ce que vous disiez. C'est-à-dire qu'il va y avoir ce qu'on appelle le non-recours, c'est-à-dire
un certain nombre de formes de choses qui vont être liées à un manque d'information, à un manque de compréhension, à un manque d'argent, à voilà, plein de choses qui vont faire qu'on va pas pouvoir, à un manque de professionnels, qui va faire qu'on va pas pouvoir recourir aux soins qu'on voudrait. Ensuite, dans une deuxième chose, des fois on va réussir à accéder, mais ça va être différent selon qui on est dans cette société. Et il n'y a pas une médecine à deux vitesses. En fait, il y a une médecine à autant de vitesses qu'il y a d'habitantes et d'habitants dans ce pays. C'est-à-dire que selon qu'on a un médecin dans sa famille, selon son genre, selon son orientation sexuelle, selon qu'on a fait des études ou pas, selon son niveau de français, voilà, toutes ces choses-là, on ne va pas accéder aux mêmes endroits et on ne va pas se faire soigner aux mêmes endroits que d'autres personnes. Et comment est-ce que ça se traduit finalement concrètement, par exemple, Lipson, qu'est-ce que vous constatez on imagine voilà, du diabète, de l'hypertension, enfin des choses qu'on voit de façon récurrente chez ces populations-là. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez au quotidien ? Oui, c'est des choses que je vois au quotidien, notamment, ce n'est pas des personnes forcément qui viennent pour une problématique comme ça de facteur à risque, qui viennent me voir avec une ordonnance pour, je sais pas moi, traitement d'une cheville, d'une entorse, etc. Et au final, quand on pose des questions sur les antécédents, l'historique de santé, la personne n'est des fois même pas capable de pouvoir nous dire je pense avoir ça. Souvent, on me dit je ne saurais pas vous dire. Est-ce que vous avez fait des examens ? Non. Est-ce que vous avez déjà une radio par rapport à... Non. Donc, c'est des personnes forcément, en fonction de leur contexte, le stress qu'ils vivent au quotidien, déjà d'être en banlieue, d'être loin de leur travail, qui ne prennent pas forcément le temps déjà de pouvoir aller consulter et qui n'ont pas l'information et peut-être l'éducation de se dire ma santé c'est avant toute chose parce que ça n'est même pas la priorité. Donc du coup ce que je remarque par exemple au décours d'un interrogatoire initial pour le premier bilan, je constate parfois des signes avant-coureurs, par exemple le diabète, cholestérol, et je demande à la personne d'aller consulter pour demander des prises de sang, des examens, et du coup d'aller voir un médecin. Et parfois, on s'aperçoit qu'ils n'ont même pas de médecin traitant. Donc ils ont vu un médecin parce qu'ils avaient mal, mais ils n'ont pas de médecin traitant. Et notamment dans mon secteur, dans le Val d'Oise, on est en moyenne en France à peu près 10% de patients, 10 à 15% de patients qui n'ont pas de médecin traitant. Et dans ces 10%, il y en a 5% qui ne sont même pas au fait et que ça n'intéresse même pas, en fait, parce que, pour X raisons. Mais dans le Val d'Oise, c'est bien plus que ça. C'est plus d'une vingtaine de pourcents de la population de l'agglomération Cergy-Pontoise qui n'a pas de médecin traitant. Donc, Et vous disiez hors émission que vous aviez finalement deux clientèles et deux cabinets dans le Val d'Oise. Tout à fait. Pour la même activité, enfin en tout cas le même tronc commun médical. Vous voyez des différences à la fois dans l'état des gens qui arrivent dans vos cabinets et dans la manière dont ils appréhendent ce que vous dites, c'est la question du soin au sens large. Oui, c'est-à-dire en fonction effectivement de l'environnement dans lequel vit la personne et sa famille, il y a une vision et une connaissance de l'importance de la prévention, de la connaissance de son corps, que dans d'autres quartiers, il n'y a pas forcément, parce que déjà, de par le discours médical global, il n'y a pas la coordination nécessaire pour ça, il n'y a pas la connexion avec la municipalité pour mettre en place forcément des choses qui soient percutantes et qui puissent aboutir et efficaces pour donner l'information. Et parce que aussi, les professionnels de santé qui se forment notamment à l'éducation thérapeutique, à la prévention, ça leur coûte aussi de se former en temps, en énergie, financièrement, et qu'il n'y a pas non plus le financement pour les professionnels de santé, forcément pour pouvoir donner ces informations ensuite. Concrètement, pardon, c'est quoi les deux populations dont parle Mathilde et c'est quoi les problèmes avec lesquels chacun... J'ai un cabinet où je suis à la limite entre quartier populaire, banlieue et quartier résidentiel, et un autre cabinet qui est vraiment situé en quartier résidentiel. Et effectivement, dans le quartier résidentiel, j'ai la possibilité de pratiquer mes spécialisations beaucoup plus facilement parce que les gens viennent d'eux-mêmes me dire, voilà, par exemple, mon bébé, comme je suis spécialisée en pédiatrie, mon bébé, j'ai remarqué qu'il a un torticolis, est-ce que vous pourriez le consulter, qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a déjà la question de qu'est-ce que vous en pensez, il y a une alerte et qu'est-ce que vous en pensez ? Alors que dans mon autre cabinet, c'est moi qui vais, par exemple, le bébé vient par exemple pour me voir pour une kinésithérapie respiratoire, le parent me le ramène. Je remarque qu'il y a
effectivement un gros torticolis. Donc là, c'est les 2 scènes, mais de manière complètement différente. Et je demande, alors que le bébé a plus de 3 mois, normalement, il aurait dû être pris en charge bien avant les 3 mois. Il a bien plus de 3 mois et c'est très raide. Et je demande aux parents s'il y a eu un examen de fait, etc., si on les a prévenus, s'ils sont suivis par le conseil, la PMI, et non. Et du coup, c'est là que c'est moi qui vais du coup dire aux patients, aux parents de faire quelque chose et voir si c'est possible de voir un ostéopathe. C'est pas forcément possible parce que c'est pas accessible et parce que ou pas, se pose davantage. Est-ce que, juste Benjamin Coadon, en écho à ça, est-ce que le centre communautaire de santé d'Échirolles a une patientèle particulière, je veux dire pas seulement en termes de profils sociaux, mais a une patientèle particulière en termes de pathologie par rapport à un cabinet médical ou à un centre de santé plus classique? Oui, je pense. C'est quoi les différences? Déjà, c'est simple, sur les études qui ont été faites, pas par nous, il y a entre 2 et 3 fois plus de personnes diabétiques donc dans un quartier qui doit faire à peu près 3000 habitants par rapport à l'ensemble de l'agglomération grenobloise. Voilà, donc c'est important de dire ça à un moment dans l'émission, c'est que ce n'est pas le territoire qui est malade. D'ailleurs, peut-être on en reparlera, le territoire, les quartiers sont aussi pleins de ressources en fait pour la santé des gens. Mais c'est juste qu'à un moment, on est dans un des quartiers qui a les plus bas loyers HLM de toute l'agglomération. Et du coup, forcément, on vient paupériser un territoire. Mais en fait, le problème, ce n'est pas le territoire qui rend malade les gens, c'est la pauvreté, c'est les systèmes de précarité qui sont mis en place, c'est les conditions de vie. Et voilà, on est sur un territoire qui a, je crois, c'était 72,2% de foyers à bas revenus. Et du coup, on est sur un territoire plutôt jeune. En tout cas, et notamment avec beaucoup de mamans qui vivent avec leurs enfants seuls. Et du coup, on a donc les pathologies, les maladies chroniques qui sont toutes sur des taux bien plus importants que dans le reste de l'agglomération. On a aussi tout ce qu'on pourrait appeler la pathologie du travail, c'est-à-dire que on a des personnes qui sont usées très tôt par le travail. Très tôt. Alors, nous, on essaie de ne pas distinguer le corps, la santé mentale, la santé physique, parce qu'en fait, ces choses sont tellement liées, s'inscrivent les unes dans les autres, et voilà. Mais en fait, on voit vraiment des gens qui sont rapidement broyés par le travail, parce que les hommes, on va dire, vont avoir plutôt accès à des travaux très physiques, très pénibles, et du coup, qui va vraiment avoir un impact sur leur corps très rapidement, en fait. Et les femmes aussi, soit parce qu'elles vont avoir 2 ou 3 métiers en même temps, en plus de leur travail à la maison, de devoir aller faire un carton quelque part pour nettoyer de nuit des bureaux et puis aller à l'autre bout de l'agglo et du coup on se retrouve avec beaucoup de gens qui ont des pathologies liées au travail, surtout dans un moment, on va dire, social où le travail est très contraint, où il y a peu de boulot et où aussi, on va dire, il y a beaucoup d'employeurs et d'employeuses qui se permettent des choses totalement hors du cadre du droit du travail. On parle juste de ça, on parle même pas d'autre chose que juste de respecter le droit du travail. Et c'est-à-dire que nous, le nombre de personnes qu'on voit qui n'ont pas eu accès à la médecine du travail, par exemple, parce que l'employeur ou l'employeuse ne paye pas la médecine du travail, voilà, le nombre de choses. Et du coup, on a aussi beaucoup ces pathologies-là. Sur le bulletin de santé, peut-être une dernière question sur le mode de vie, finalement. Est-ce qu'on a affaire de façon plus récurrente à des questions d'obésité, des infections bucco-dentaires, des addictions? Est-ce que tout ça, c'est aussi une affaire de pauvres ou... D'une certaine façon, oui. Moi, j'écoutais une émission l'autre jour, je ne sais plus, je crois que c'était sur France Culture, où il y avait une chercheuse de l'INRA qui disait qu'elles avaient fait un travail de recherche presque mathématique et les ordinateurs avaient montré qu'il fallait qu'on ne pouvait pas, en France aujourd'hui, réussir en moyenne à manger convenablement, sur la question de convenablement pour sa santé, à moins de 3,5 € par jour et par personne. Que ce n'était pas possible, en fait.
Et du coup, en fait, nous, on a toute une partie de la population qui n'a pas cet argent à mettre. Quand on a fait le diagnostic communautaire avant d'arriver dans le quartier, il y a plein de gens qui nous ont dit, mais en fait, le caddie, c'est le dernier endroit où on a un peu, ou si à un moment on doit aller gagner 50 € sur un mois, c'est le dernier endroit où on a un peu de laxité. En fait, le loyer, les charges et tout ça, c'est contraint. En fait, la question de l'alimentation, c'est le dernier endroit en tant que mère de famille ou père de famille où on peut avoir un peu de laxité et du coup, forcément, les gens, ils n'ont pas 3,5 € à mettre par personne et par foyer et par jour dans leur alimentation. Et du coup, si on fait des politiques publiques où le but des politiques publiques de santé, ça serait d'aller faire des ateliers cuisine avec les habitantes et les habitants du quartier, parce que l'idée qui serait derrière, ça serait que le problème, c'est un problème capacitaire, que en gros, les pauvres sont trop bêtes pour bien manger, hein, ça serait un peu ça les idées, en fait, on se trompe complètement de combat. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller faire des ateliers cuisine dans les quartiers, qu'il ne faut pas, en gros, nous, on a toute une offre, on espère offrir toute une gamme d'ateliers, de groupes de parole, de réflexion, que les gens échangent, que les gens vivent ensemble et tout ça. Donc je ne suis pas en train de critiquer le fait qu'il y ait des ateliers cuisine dans les quartiers. Mais si l'idée de la politique publique, c'est on va résoudre le problème du taux de diabète par le fait de faire des ateliers cuisine dans les quartiers, la politique publique, elle est absurde. Elle est absurde. Qu'elle sera éventuellement inefficace, quoi. Est-ce que ça rejoint un peu cette question sur est-ce que c'est une affaire de pauvres Je pense que même certains habitants des quartiers populaires se disent que s'ils ont certaines pathologies ou s'ils ont certains modes de consommation, c'est aussi parce que c'est leur culture, c'est leurs habitudes familiales, etc. Est-ce que vous avez une réponse à ça? C'est-à-dire, ma question est de fait un peu théorique, parce qu'en faisant ça, on essentialise énormément les gens, mais voilà, est-ce qu'on ne peut pas aussi essayer de déconstruire certains clichés sur les milieux populaires et donc les pauvres? Alors, pour prendre la parole, concrètement, moi dans mon cabinet, on est trois kinés et un ostéopathe. Et donc du coup, on brasse beaucoup de patients qui viennent nous rencontrer, qui interagissent entre eux. Et ça pourrait presque être un centre social ou culturel ou le café du coin, parce qu'il y a beaucoup d'interactions. Et dans ces interactions, nous-mêmes, on apprend des patients qui, quelque part, sont experts de leur situation, même s'ils sont en quartier, et qui interagissent entre eux, ne serait-ce que par rapport, on parlait de l'alimentation, qui se donnent les bons plans pour aller à tel endroit, etc. Donc, effectivement, ça peut être une solution de faire interagir soigner-soignant, soignants entre eux aussi, parce qu'en fait dans ces banlieues, ce qui se passe, c'est que chaque praticien aussi est très très pris par sa situation, son cabinet à son échelle, alors qu'en fait la coordination, la pluridisciplinarité, ce serait une des solutions qui pourrait être efficace. Si on s'intéresse aux causes finalement, même si on a déjà balayé un certain nombre d'entre elles, si on comprend bien ce que vous dites, c'est la pauvreté finalement qui est au centre, qui est la première cause peut-être d'inégalité de santé. Comment ça se traduit quotidiennement? Est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui s'auto-censurent, qui se privent de soins, qui ne viennent pas vous voir, ou alors qui vous disent peut-être moi je peux me payer quelques séances, mais finalement pas le traitement et pas le suivi qui mériterait? Bien sûr. Moi, ça m'est arrivé par exemple d'avoir des patients qui avaient la couverture de CMU pendant un temps donné et qui du jour au lendemain disparaissaient, et que quand je regarde sur mon logiciel, je m'aperçois que la date de CMU est terminée et que du coup ils n'ont pas pu faire le renouvellement, peut-être parce qu'ils ne savent pas remplir leur dossier tout seul, parce que maintenant tout est devenu informatisé, numérisé, et que même quand ils vont à la sécurité, la caisse primaire d'assurance maladie, et finalement il n'y a pas forcément quelqu'un pour les accueillir, que les horaires d'ouverture ça ne tombe pas sur leurs horaires où eux ils sont disponibles pour y aller. Donc ça peut être un fait par exemple, et que parce qu'ils n'ont pas la couverture, ils ne viendront plus. Aller chez le kiné, c'est presque un luxe par rapport peut-être à un médecin généraliste. Oui, tout à fait. Et donc, en fait, on ne s'offre pas ce luxe, quoi, alors qu'ailleurs, c'est naturel. Et puis même le médecin généraliste, c'est surtout le médecin traitant, c'est celui qui permet de faire la coordination avec les autres spécialités. Donc même, par exemple, le médecin généraliste voit que vous avez, par exemple, un problème dermatologique. Moi, ça m'est arrivé, ou même de prévenir, de dire attention, votre tache de rousseur ou votre grain de beauté, allez le faire vérifier, puisque j'ai peut-être un doute. Du coup, il faut passer par le médecin généraliste, du médecin généraliste, aller voir le dermatologue. Et le dermatologue, dans le secteur où je suis, c'est pratiquement entre 6 mois, voire 1 an pour avoir un rendez-vous, alors que des fois, il faut que ce soit vu tout de suite.
Donc la personne qui a la nécessité d'aller faire plusieurs kilomètres pour venir dans Paris pour pouvoir rencontrer notamment le Et dermatologue, éventuellement c'est être pas confronté possible. à du dépassement d'honoraires. Voilà. Comment vous analysez ça depuis Chirol? Nous, c'est pour ça que dès le départ, on a voulu, c'est aussi en discutant avec les habitantes et les habitants en amont de l'ouverture du centre, mais on avait quand même déjà quelques idées de ce qu'on ferait, et notamment on a voulu avoir que le centre il soit au cœur du quartier, on a voulu que la salle d'attente ça soit un café accueil, qu'il y ait du café, du thé, de la tisane, toute la journée sur nos horaires d'ouverture, que les gens puissent venir sans avoir forcément de prétexte, puissent venir parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a du monde. D'avoir, en plus d'un volet sanitaire important, c'est-à-dire de pouvoir être médecin traitant. Donc aujourd'hui, on a 5 médecins généralistes, 5 jeunes médecins, du coup, qui suivent les habitantes et les habitants du quartier. Un volet paramédical avec 2 kinés, une infirmière, une orthophoniste. Donc, mais ça, c'est évidemment qu'il y a ça dans un centre de santé. Mais nous, ce qu'on a voulu, c'est aussi avoir un volet social fort, donc avec 2 accompagnants en soins sociaux, un de formation éducateur spécialisé, une de formation assistante sociale, une conseillère conjugale et familiale, qu'on appelle accompagnante à la vie relationnelle dans le centre, une médiatrice père en santé, sans bras, 3 personnes accueillantes qui sont là, évidemment, pour faire le secrétariat médical, la prise de rendez-vous, mais aussi pour être les premières soignantes et soignants du centre, c'est-à-dire les premières personnes qui interagissent avec les gens qui sont au café, qui n'ont pas forcément rendez-vous et tout ça. Et du coup, l'idée, c'est que de tout ça, de tout ce maillage entre ces gens qui sont dans un même lieu et qui sont au cœur du quartier, et ça c'est important, au bout d'un moment, il y a la confiance qui s'installe, au bout d'un moment, on devient un lieu refuge pour les gens, on devient un lieu de convivialité. Il y a tout ça qui se joue dans cet endroit-là. Cet endroit, il n'est pas vu comme un lieu de santé, c'est-à-dire pour beaucoup d'habitantes et d'habitants des quartiers populaires, le lieu de santé, la médecine, le médecin spécialiste, c'est aussi une confrontation à de la violence, à de la discrimination, à des choses de cet ordre-là. Ça, c'est pas seulement un enjeu financier, en fait. Se confronter non. au médecin, c'est pas seulement une question d'argent. Non. Quand vous êtes... je vous donne des exemples. Quand vous êtes une femme qui porte le foulard et que vous allez chez l'ophtalmo après 6 mois de prise de rendez-vous et que l'ophtalmo, tout ce qu'il essaye de faire pendant la consultation, c'est de vous retirer votre voile, alors que la seule chose qu'il a à faire, c'est de voir vos yeux, c'est de regarder vos yeux. On est d'accord que les yeux sont là et pas là. Voilà, machin, et qui dit à la personne, je vous reverrai plus la prochaine fois. Quand vous êtes une maman à la CMUC, qu'on vous dit d'aller voir un pédopsychiatre, que la pédopsychiatre vous fait des dépassements d'honoraires, que vous dites, et que ça se passe bien avec votre fils, entre la relation de soins se passe bien, vous êtes une mère de famille et que vous dites, mais en fait, moi je ne pourrais pas tous les semaines payer ce dépassement d'honoraires, et que la pédopsychiatre vous répond, mais madame, soit vous payez parce que vous croyez que votre enfant il en a besoin, soit il y a des... Pardon. Ça vous énerve. Ah oui. Moi, je monte vite en pression. Soit il y a des endroits pour les gens comme vous. Soit il y a des endroits pour les gens comme vous. Et les endroits pour les gens comme vous, ça veut dire potentiellement le public avec 2 ans d'attente et tout ça. Parce que c'est ça, en fait, la réalité des violences et des discriminations aussi dans le parcours de santé. Et puis pour ajouter quelque chose par rapport justement aux pédopsychiatres, c'est qu'il y a des centres effectivement médico-psychologiques et médico-psychologiques pour les enfants aussi, mais qui sont complètement surchargés, débordés. Et je rappelle aussi l'impact de la désertification médicale dans certains secteurs. Et donc effectivement, c'est pas qu'une histoire de financement, de méconnaissance ou des patients. C'est aussi le fait que les paramédicaux, les médicaux ne veulent pas forcément venir sur ce secteur-là parce que c'est sensible, parce que c'est insécurisant, parce que c'est pas attractif, il n'y a pas assez de coordination, il n'y a pas assez de locaux correctement adaptés. Et il y a des choses qui se font, comme le fait de créer des maisons de santé professionnelles, pluridisciplinaires, mais ça met du temps à se mettre en place et il faut aussi encore que les soignants veulent bien participer à ce type de projet. Sur les inégalités, il y a donc l'aspect social et l'aspect territorial. Sur l'aspect territorial, est-ce qu'on n'est pas aussi dans des territoires, dans des quartiers où, par exemple, les logements sont parfois insalubres, où la qualité de l'air est moins bonne qu'ailleurs? Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'endroit où on vit qui conditionne ces Moi, j'ai un carences de exemple santé? très concret par rapport à ça. Le fait que je sois spécialisée en kinésithérapie respiratoire, chez l'enfant, on a rencontré, personnellement, j'ai rencontré beaucoup de cas de bébés chez qui une bronchiolite simple va se transformer en une bronchite asthmatiforme et puis après un patient qui va devenir asthmatique juste parce que il y a
dans sa chambre de l'humidité. Je demande aux parents de vérifier justement, d'utiliser un déshumidificateur, de demander à ce qu'on fasse des tests chez eux. Et en fait, quand ils regardent, une fois par exemple, j'ai eu une maman qui m'a dit effectivement, j'ai regardé, j'ai enlevé l'armoire, c'était noir de moisissure. Et le bébé avait son lit tout prêt. Donc il y a des situations comme ça, il y en a. Après, est-ce qu'il y en a forcément que en banlieue? C'est une question. Il y a aussi des endroits dans Paris, dans des quartiers voilà, où il y a ce problème-là, cafards, enfin, il y a ça un peu. Mais quand les facteurs s'accumulent, oui, bien là, sûr, accumuler, ça fait beaucoup. Benjamin, vous voyez la même... Non, mais je pense que tout ça est vrai. Il y a le logement, il y a aussi les ressources. Si on retourne par exemple sur l'alimentation, les ressources, même une personne qui pourrait avoir un peu les moyens, j'en sais rien moi, d'avoir accès à une alimentation plus saine pour sa santé, le petit marché bio producteur local, bizarrement, il n'est ni dans le quartier, ni à proximité du quartier, quoi, hein. Donc autour du quartier, il y a aussi tout ça qui se fait, mais je pense que c'est aussi important de dire ici que le quartier, il est aussi ressource pour la santé. Et, pourquoi vous dites ça, justement? Parce que, j'entendais sur une autre émission que vous avez faite récemment, si on regarde le territoire, comme c'est le territoire qui est malade, regardons les pourcentages de diabète. C'est sûr qu'on peut faire des choses de l'ordre de on va faire venir des gens plus riches dans le territoire, on va faire sortir des gens plus pauvres du territoire, et c'est sûr qu'à un moment, le territoire, il y aura un taux de diabète qui sera moins élevé, on est d'accord. Mais est-ce que ça aura changé quelque chose aux situations des personnes diabétiques qui, à un moment T, vivaient dans le quartier et qui maintenant vivent entre le quartier et le centre-ville? Je ne suis pas sûr. Et par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a aussi des systèmes de solidarité dans les quartiers. Il y a des systèmes d'entraide, il y a des systèmes de soutien, il y a des associations qui font du travail éducatif, du travail d'accès à la banque alimentaire, des choses comme ça. Il y a souvent alors nous c'est une maison des habitants, ça pourrait être autre chose, mais du coup il y a des endroits aussi qui essayent de recréer du lien, de la convivialité à l'intérieur des quartiers. Les gens vivent de toute façon du lien et de la convivialité à l'intérieur des quartiers. Ça ne veut pas dire qu'il faut être angélique, ça ne veut pas dire que tout s'y passe bien, ça ne veut pas dire que les gens sont extraordinaires et vivent dans une... C'est pas ça qu'il faut dire, mais on voit que des personnes d'ailleurs qui reviennent dans le quartier après l'avoir quitté à un moment, souvent parlent de ça, d'être totalement isolé en étant dans un appartement du centre-ville par exemple. Et du coup, nous on peut s'appuyer aussi sur... en tant que professionnel de santé, du social et tout ça, on peut aussi s'appuyer sur ces ressources, c'est-à-dire beaucoup de gens nous demandent il faut m'aider à prendre soin de moi avec les moyens du bord, avec ce qu'il est possible, parce que moi je ne peux pas avoir accès à certains loisirs, à certains sports, à certains... Voilà, il faut m'aider à faire avec ce que je peux. Dans les ressources du quartier, dans les ressources collectives, on peut trouver des choses qu'on ne trouverait pas ailleurs. Voilà. Vous faites vous aussi un peu ce travail, alors pas d'éducation, c'est un peu compliqué parce qu'on peut considérer que faire d'éducation à la santé, c'est se dédouaner des causes primaires de l'état dégradé de santé des gens. Mais vous, Ibtissam Belmadani, vous animez pas, mais vous intervenez sur une radio Beurre FM sur ces questions de santé. Est-ce que c'est ça l'objectif? C'est partager le savoir, le diffuser, bien sûr. En fait, travailler sur ces questions-là? Oui, je me sers de ce que je vis au quotidien avec mes patients, de leurs questions et de ce que je leur conseille et de ce que je vois qui fonctionne. Et très souvent, dans le temps de séance de soins, je m'aperçois qu'il y a une bonne partie de ce temps qui est accordé à les fondamentaux. Est-ce que la personne respire bien? Est-ce que la personne dort bien? Est-ce que la personne mange bien? Est-ce que la personne boit bien? Parce que ça, c'est vraiment pour moi la base. Même si j'aide la personne à aller mieux et qu'elle sort de mon cabinet après sa dizaine de séances, par exemple, et que ça va mieux, et qu'elle n'a pas travaillé sur ces fondamentaux-là, j'aurais tout perdu. Pour moi, mon travail n'est pas correctement fait. Donc effectivement, l'éducation thérapeutique est à part entière de mon travail, du soin. Et alors, ce qui se passe, c'est que ça reste quand même énergivore parce que répéter plusieurs fois la même chose, et puis des fois, les gens, ils ne prennent pas tout de suite conscience. Enfin, c'est très pédagogique. Je me suis dit, pourquoi pas, justement, le faire auprès de médias pour peut-être un peu plus avoir d'échos, de répercussions efficaces, quoi.
Benjamin Cohen, c'est vraiment la pierre angulaire, en fait, ce travail en centre de santé communautaire, c'est de considérer, et je voudrais qu'on prenne l'exemple des femmes, parce que c'est un exemple très important, enfin, qui dit plein de choses. Quand on a une femme qui arrive, une patiente qui arrive, mais que par ailleurs, éventuellement, elle subit des violences chez elle, ou qu'elle a subi des violences sexuelles, enfin voilà, tout ce que... Ça fait partie, je crois, de votre approche, c'est-à-dire de considérer l'individu non pas seulement comme une patiente ou un patient, mais comme quelqu'un qui a un vécu social. Et comment vous travaillez là-dessus, un peu dans cette idée de prendre la personne dans sa globalité? On travaille déjà en créant la possibilité que les choses se disent, et que les choses se disent le plus rapidement possible, du coup avec de la confiance. C'est-à-dire de la confiance avec le fait de nous livrer quelque chose, et de la confiance aussi avec ce qu'on va en faire. C'est-à-dire que ok, là vous nous avez livré quelque chose, maintenant on va réfléchir avec vous aux possibilités qui s'offrent à vous, et jamais on va vous les imposer en fait. Parce que en fait, qui on serait pour décider de ce que vous devez faire aujourd'hui de votre vie à partir du moment où vous vivez quelque chose, et voilà. Qui on serait vu les vies aussi qu'il y a, quoi. C'est-à-dire vu ce que ça peut demander en fait à un moment donné en termes de changement de vie, de modifier sa vie. Et là, je parle pour les violences conjugales, mais ça serait pareil pour quelqu'un qui vient nous voir et qui nous dit je vis du harcèlement au travail, j'en peux plus, voilà, et c'est ce qui nous arrive aussi. Et du coup, à partir de là, c'est de cette confiance, de ces mais ensuite de ces possibilités aussi, les gens ils viennent livrer chez le médecin, en fait, beaucoup de choses. C'est le médecin qui est récipiendaire de ça, pas tout le temps, hein, mais quand il y a le temps. Quand il y a le temps, mais nous on prend le temps, donc ils nous disent des choses. L'idée c'est qu'on a montré que les travailleurs sociaux, les travailleurs sanitaires, ils ont une écoute sélective, c'est-à-dire que c'est pas qu'ils n'entendent pas certaines choses, c'est que ils n'entendent pas quand ils ont pas de marge de manœuvre sur quand ils ne pourront pas aider, c'est comme si la chose a passé. Il y a des œillères, ouais. Et du coup, nous, notre idée, c'est que les médicaments sont un outil comme un autre thérapeutique, mais il y en a plein d'autres. Le fait d'avoir des travailleurs sociaux dans la structure, donc de pouvoir dire ah, mais là, ce que vous m'avez dit, là, c'est important, et on va prendre un rendez-vous avec Clémence, là, juste en sortant, tout de suite, là. On va prendre un rendez-vous et vous allez lui en parler, parce qu'elle a des compétences, des qualités sur ces questions-là que moi, j'ai pas. Et elle va pouvoir vous accompagner dans cette démarche. Ah, mais là, vous venez de me parler de harcèlement au travail, mais on a un groupe de parole sur la question de la souffrance au travail. Tenez, je vous prescris d'aller à ce groupe de parole, et voilà. Et en fait, c'est dans cette dynamique-là qu'on peut offrir. Alors, encore une fois, ce qui est important de dire, c'est qu'on va pas. Il y a plein de choses sociales qu'on ne va pas complètement changer. Quand on a des bailleurs sociaux, par exemple, qui nous disent cette personne, elle veut partir de son foyer parce qu'elle vit des violences conjugales, mais elle a une dette de 6 mois, et donc tant qu'elle n'aura pas soldé sa dette, on ne lui proposera pas d'autres logements. Voilà, c'est ça le niveau social aujourd'hui, hein, ou d'aller à la police, et la police qui ne prend pas la plainte parce que, il n'y a pas... donc c'est aussi ça la réalité sociale, et nous, on ne change pas cette réalité sociale à l'échelle d'un centre de santé communautaire de quartier. Et puis Sam, une dernière question peut-être sur l'avenir, sur les solutions. S'il y a un levier qu'il faut activer, pour vous, serait lequel? Est-ce que finalement c'est les pouvoirs publics qui doivent se saisir complètement de cette question? Est-ce qu'entre professionnels de santé, c'est peut-être là qu'il y a le plus à faire? Est-ce que c'est dans l'éducation? Est-ce que c'est le rôle de l'école, si on devait fixer une priorité? Pour résumer simple, la santé, selon moi, elle nous appartient déjà individuellement. Donc il y a une responsabilité individuelle, quel que soit l'endroit où on vit, et il y a une responsabilité commune, des patients entre eux, des soignants entre eux, et des soignants soignés communément. Pour moi, des actions, elles doivent être simples, elles doivent être intégrées, facilement intégrées par le patient, et elles doivent être reproductibles. Donc, oui, effectivement, il y a nécessité d'informer, de prévenir, de promouvoir la santé, et puis de créer des solutions d'échange où finalement on est d'égal à égal, et on est coacteur avec le patient de son projet de santé, soit de prévention, d'équilibre de sa santé, soit effectivement, quand il arrive vraiment avec une pathologie, de l'amener à améliorer son état de santé. Donc déjà, dans ce que vous disiez, en fait, moi j'entends vraiment de se mettre vraiment dans une position
égale. C'est pas parce que je suis soignant et que la personne est soignée que forcément elle sait pas. Peut-être qu'elle est experte, peut-être qu'elle en sait bien plus que moi. Et puis du coup d'avancer ensemble vers un projet thérapeutique, vers un projet de mieux-être. Et puis aussi, ce que je vois également, c'est l'importance de se coordonner et d'avoir un réseau, que ce soit sociaux, médicaux, psychologiques, vraiment un réseau qui prenne en charge la totalité et de la personne dans sa globalité. Voilà. Peut-être une dernière question aussi adressée à vous deux. Est-ce que vous considérez, au-delà de tous les problèmes sociaux dont on a parlé et qu'effectivement le centre, ni le centre communautaire, ni le praticien libéral ne pourra régler, mais est-ce que vous considérez que le système de financement de la santé est adapté en fait à une prise en charge globale avec du temps de vos patients? Alors ce que moi actuellement je rencontre par exemple, c'est qu'on est dans mon secteur en train de créer des communautés médicales de santé. C'est long à mettre en place parce qu'il y a différentes hiérarchies entre spécialistes, paramédicaux, etc. Donc on discute et c'est en train de s'établir dans notre agglomération. Donc déjà si les réseaux se mettent en place, on pourra beaucoup plus interagir et du coup de proposer des solutions qui soient vraiment beaucoup plus efficientes pour les patients. Après, je ne sais pas si je réponds correctement à votre question. Si, à peu près. Nous, on survit avec ce système, quoi. Puisque pour nous, avoir des professionnels du social dans une structure de santé, ça devrait être la base, en fait, des choses. Et du coup, nous, pour faire ça, sur les actes de soins qu'on produit, on paye les professionnels de soins, mais on paye aussi les professionnels du social. Et du coup, voilà, on est dans une démarche, on est en salaire égalitaire dans la structure, donc on se paye toutes et tous pareil de l'accueil aux médecins. Mais la problématique, elle est bien une problématique aussi financière, c'est-à-dire on est dans un système qui est un système curatif, c'est-à-dire les gens ont accès au système de santé à partir du moment où ils sont malades, et du coup tout le reste, c'est des petites actions de prévention, de choses comme ça. Mais si effectivement, toutes les études qui montrent qu'on pourrait avoir un système de santé beaucoup plus inclusif, beaucoup plus égalitaire, le système de santé ne va pas résoudre le problème des inégalités sociales, ne va pas résoudre le problème des rapports sociaux, de la violence, des discriminations qui s'inscrivent, enfin nous on le voit tous les jours vraiment dans le corps des gens, voilà. Et les maladies dans les quartiers, c'est aussi des moyens, c'est aussi des actes de résistance. D'être malade, de prendre un temps pour soi, de se dire j'en suis où de ma vie, ou même de continuer tous les jours à aller au travail alors qu'on est... il faut aussi voir ça, que c'est aussi des actes de résistance de ces états de santé et tout ça. Il ne faut pas voir ça que d'un point de vue négatif, c'est aussi, on peut aussi travailler sur pourquoi les gens se pensent malades et à quel moment ils arrivent à poser des actions pour essayer de modifier leurs conditions de vie. Merci. Avec plaisir. Mathilde, merci. Merci Sam Belmadani. Merci Benjamin Coadon d'avoir été avec nous. L'émission évidemment est à retrouver sur le site de Mediapart et du Bondy Blog. Et puis on se dit à un prochain numéro de Quartier Direct.